Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre 5e séance avec notre collègue du département de philosophie de la faculté des lettres, Paolo Natali, qui va aborder avec nous la question de la vérité dans la philosophie antique. Alors vous voyez que la question qui est posée est celle de Ponce Pilate, mais là, c'est pas à Jésus qu'elle est posée, c'est aux philosophes de l'Antiquité grecque classique, et nous l'écoutons pendant cette première partie de séance, avant de pouvoir ensuite discuter et échanger ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette présentation. Même si je ne suis pas un philosophe antique, ma spécialité est effectivement la philosophie antique et la métaphysique aussi, contemporaine. Donc il sera un peu question, les deux, pour introduire cette question que, comme l'a dit Monsieur Waterloo, est, disons, non seulement la question de Ponce Pilate, mais la question de Socrate aussi, si vous voulez, dans le sens qu'on peut la poser soit à la Ponce Pilate, avec un regard un peu sceptique, soit avec un regard naïf et curieux, comme celui d'un philosophe comme Socrate. Ce dont je vais vous parler, c'est avant toute chose d'une brève introduction à la théorie de la vérité, et au prédicat vrai. Donc ça va être un peu un prologue ancial, pour utiliser une métaphore goethienne. Ensuite, je vais vous parler pas mal de vrai et vérité, prédicat vrai, comment il est utilisé, et une présumable théorie de la vérité qu'on trouve dans les dialogues de Platon, et aussi de la même chose chez Aristote. Donc les quelques réponses antiques seront principalement les réponses de Platon et Aristote, les deux philosophes dont l'héritage nous cultivons encore aujourd'hui. Je vous parle d'un prologue ancial parce que je pense qu'il est bien d'être clair sur certaines différences conceptuelles de base. Le prédicat vrai peut apparaître dans des phrases comme celle-ci, « Ceci n'est pas un vrai billet », où il n'y a plus de vrai homme d'État. Je suis la voie, la vérité, la vie, comme dit l'Évangile selon saint Jean. L'énoncé Marie aime André est vrai. La croyance de Marie est vraie. Ce que dit pense Jean est vrai. Et aussi dans une expression qui est légèrement différente, comme il est vrai que Marie aime André. Dans toutes ces phrases, disons, le prédicat vrai n'est pas utilisé avec le même sens. Si on considère la première phrase, « ceci n'est pas un vrai billet », on n'a pas affaire avec une question de correspondance à la réalité ou quoi que ce soit de ce genre. On parle de quelque chose comme l'authenticité ou la réalité d'un billet de banque. Un faux billet de banque n'est pas un billet de banque. Comme un faux cheval n'est pas un cheval. Un vrai billet l'est. Mais l'opposition entre vrai et faux ici n'est pas l'opposition entre ce qui correspond à la réalité et ce qui ne correspond pas, mais entre ceux qui a certaines propriétés, celle d'être un billet, et celle qui a juste l'apparence de l'être. Donc ici on a une première différence importante dans l'utilisation du prédicat vrai. Lorsqu'on utilise, donc c'est le cas de quand on dit ceci n'est pas une pipe, on pourrait dire ceci n'est pas une vraie pipe. Dans le deuxième cas, quand on parle de « il n'y a plus de vrai homme d'État », on est soit en train de dire quelque chose d'analogue au premier cas, donc il n'y a plus d'hommes d'État en fait, il y a juste des gens qui semblent être des hommes d'État ou se comportent comme des hommes d'État. Mais il est aussi possible en fait qu'on soit en train de dire quelque chose comme il n'y a pas d'homme d'État qui exemplifie à un degré très élevé, donc avec une certaine valeur, la propriété d'être des hommes d'État. Donc, il n'y a pas de bons hommes d'État. C'est ça ce qu'on est en train de dire, au moins selon certaines utilisations de cet adjectif vrai. La même chose arrive quand quelqu'un nous fait une blague qui ne nous fait pas rire. On rigole discrètement. Après, 10 minutes après, il nous fait une blague qui nous fait vraiment rire. Et on lui dit « ça, c'est une vraie blague ». La première aussi est une blague, mais la deuxième est une blague qui exemplifie mieux, pour ainsi dire, les propriétés qu'a une blague, c'est-à-dire celle de faire rire. Dans la troisième phrase, une phrase que j'ai mise pour les théologiens ici,
Alors, je suis habitué un peu à avoir affaire avec les théologiens, donc j'essaie toujours, parce qu'à Lugano, j'enseigne à des théologiens aussi. Donc, j'ai mis cette phrase, mais je vous avoue, je ne suis pas certain de arriver bien à expliquer. Donc, peut-être les théologiens entre vous pourront le faire. Ce qu'entend vraiment le Christ quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est clairement, en tout cas, une notion qui est différente par rapport à celle de vrai billet, dans vrai billet ou dans vrai homme d'État. De quoi s'agit-il? C'est une question que l'on ne va pas aborder ici. Pour ce qui est des autres, donc ça c'est, si vous voulez, pour ce qui est des autres phrases, des autres utilisations du prédicat ou de l'adjectif vrai, on peut se poser la question de quoi s'agit-il? Et je vous ai mis ce tableau où vous avez une allégorie de la vérité avec un miroir dans la main qui représente un peu l'idée de la vérité comme correspondance. La vérité comme être vrai, c'est comme porter un miroir sur ça qui reflète comment les choses sont. Ce type d'utilisation du prédicat ou du connectif, il est vrai que, okay, on peut l'appeler vérité énonciative ou propositionnelle. Et c'est celle sur laquelle les philosophes depuis l'Antiquité se sont principalement penchés. Les philosophes de l'Antiquité, en nos jours, ont aussi souvent utilisé ou ont en quelque sorte fait usage d'une autre notion de vérité qui est proche de l'idée de vérité comme réalité ou authenticité, ce qui est vraiment F, pour une propriété F quelconque. Ce qui est vraiment, ce qui a vraiment l'être, ou ce qui ne l'a pas vraiment, ou seulement apparemment. Mais, disons, ils se sont principalement, disons, explicitement posé la première question, la question sur ce qu'est la vérité au sens propositionnel. Qu'est-ce que la vérité d'un énoncé, d'une phrase, d'une pensée? Ça, c'est une première série de considérations qu'il vaut la peine de faire. Si vous avez des problèmes à me suivre, parce que je pars trop vite, ou parce qu'il y a des mots que j'utilise qui ne vous sont pas clairs, s'il vous plaît, manifestez-vous et je vais reprendre. D'accord? Comme je vous dis ici, ceci est le cas déjà de Platon et d'Aristote. Okay? Or, qu'est-ce qu'une théorie de la vérité comme réalité? Donc, partons de ça, qui est la notion un peu moins abordée explicitement par les philosophes, mais qui est souvent utilisée ou on y fait appel dans la construction d'une théorie. La théorie de la vérité comme réalité, donc la théorie de ce que c'est que d'être réel contre ce que c'est que d'être non réel ou irréel, okay, n'a pas très souvent été explicitement posée ou développée par les philosophes, même si, comme je vous disais, ils ont présupposé souvent une certaine conception de ce que c'est que d'être réel par opposé à ce qui n'est pas réel. Okay. Mais dans la réflexion contemporaine, pour le moins, on trouve explicitement une distinction entre deux conceptions de cette idée de réalité, okay, qui a un sens dans lequel, en fait, on utilise le mot vrai, comme on a déjà dit. Une première idée selon laquelle être réel, c'est simplement exister. Tout ce qui existe est réel, tout ce qui est réel existe. Okay. Donc, si l'on admet l'existence, par exemple, de pensées ou de concepts, on dira que les concepts et les pensées existent. Mon image mentale de Pégase, le cheval ailé, existe tout aussi bien que cette table. Okay. Elle aura d'autres propriétés, mais elle existera. Donc elle sera réelle, selon cette conception très basique, minimaliste, si vous voulez, de la réalité. Mais il y a aussi une autre idée qui est associée à la notion de réalité, selon laquelle être réel, plus ou moins réel, remarquez, c'est rien d'autre que être plus ou moins ontologiquement fondamental. Être quelque chose de plus basique dans la structure de la réalité. L'idée ici est que la réalité a une structure articulée sur des niveaux différents, et les choses qui sont plus en bas, plus fondamentales, plus basiques dans la réalité, sont les choses les plus réelles, ou réelles tout court, s'il n'y a rien de plus fondamental. Okay. Ça, c'est deux idées qui sont différentes,
et d'ailleurs qui ont des implications différentes. Vous verrez ici, vous avez que si être réel, ce n'est rien d'autre qu'exister, ça n'a pas beaucoup de sens de dire qu'une chose est plus ou moins réelle qu'une autre. Parce que exister, ça n'arrive pas en degrés. Ça ne veut rien dire, exister plus ou moins quelque chose d'autre. Okay. Tandis que dans le deuxième cas, il a du sens de parler de plus ou moins réel. Parce que la fondamentalité est une propriété aussi relative. Une chose peut être plus ou moins fondamentale qu'une autre. Donc, vous avez aussi différentes implications pour ce que c'est que d'être réel, si vous prenez ces deux voies différentes. Donc ça, c'est, disons, si on entend la vérité comme réalité, on a au moins ces deux alternatives principales. Vous trouvez ici une référence à un article d'un philosophe contemporain qui s'appelle Kit Fine, où il discute exactement de ce problème. Or, pour ce qui est de la théorie de la vérité propositionnelle, par contre, ce qui est justement un domaine de recherche très répandu et qu'on peut aborder de plusieurs angles différents. Il y a l'angle ontologique ou métaphysique, il y a l'angle sémantique, donc logique et linguistique, il y a l'angle, disons, philosophie de l'esprit, donc qu'est-ce que c'est que d'avoir accès mentalement à la vérité, par exemple. Qu'est-ce que l'angle philosophie des sciences, épistémologie, qu'est-ce que c'est que de connaître, savoir la vérité et comment la science, quel est le rapport entre la science et la vérité, des choses dont vous avez, je suppose, déjà parlé lors des dernières séances, mais aussi l'éthique. Est-ce qu'il est toujours mieux de connaître ou de croire quelque chose de vrai ou pas? Mieux pour soi-même, disons, mais aussi tout court. Souvent, on parle d'éthique de la croyance, ou de choses comme ça, mais aussi d'un point de vue moral. Est-ce que c'est toujours, par exemple, bien de dire la vérité? Question très répandue depuis l'Antiquité. Or, si on parle d'ontologie de la vérité, ce qu'on va plus ou moins faire ici, aujourd'hui, et on parle de l'ontologie de la vérité propositionnelle en particulier, il y a deux questions fondamentales que les théories adressent pour établir qu'est-ce que la vérité, ou ce qu'est la vérité. La première est quels sont les porteurs de vérité. Donc, ce qu'en anglais on appelle truth bearers. Quels sont, c'est-à-dire les types d'entités à propos desquelles nous pouvons correctement nous poser la question si elles sont vraies ou fausses. De quoi peut-on se poser la question est-ce vrai ou est-ce faux? De quel type de choses? Typiquement, presque tout le monde, si ce n'est tout le monde aujourd'hui, reconnaît que les énoncés, les phrases du langage, sont des porteurs de vérité. Quand on dit porteur de vérité, on entend aussi porteur de fausseté, possible. Donc, possible, porteur de vérité ou fausseté, même chose que porteur de vérité tout court. Ça, c'est juste une convention, disons, de les appeler porteurs de vérité. Même les choses fausses sont des porteurs de vérité. Truth bearers, on dit ça. C'est vrai, ça serait mieux de dire porteur de vérité ou fausseté, mais ça devient un peu long. L'autre question est qu'est-ce qui rend vrai faux les porteurs de vérité? Et ça, c'est un peu la question fondamentale. C'est la question des truth makers, les vérifacteurs, les choses qui font qu'une chose est vraie. Qu'est-ce qui explique la vérité, par exemple, d'une proposition? Il vaut la peine aussi de souligner une opposition fondamentale entre théories de la vérité, l'opposition entre les théories réalistes, pour ainsi dire, et les théories anti-réalistes. Les théories réalistes, nous disent, sont les théories selon lesquelles la vérité ou fausseté d'un jugement, d'un énoncé, donc en général d'un porteur de vérité, dépend seulement, donc exclusivement, de la réalité qu'il décrit, et non de l'esprit ou du langage. Ça ne veut pas dire que les phrases ne dépendent pas du langage ou que les propositions ne dépendent pas du langage. Ça veut dire que leur vérité ou fausseté, la question de savoir s'ils sont vrais ou faux, dépend exclusivement de la réalité qu'ils décrivent. Les théories antiréalistes, par contre, disent que la vérité ou fausseté d'un porteur de vérité ne dépend pas exclusivement de la réalité qu'il décrit, mais aussi, ou même exclusivement, dans certains cas, de l'esprit ou du langage.
des théories de la vérité antiréalistes qui nous semblent des hérésies, personnellement, donc des choses très improbables, mais ont été défendues par certains philosophes du passé. À la fin du 19e et même dans certains parties de la philosophie du XXe siècle, on trouve l'idée que la vérité est une notion pragmatique. Est vrai tout et seulement ce qui est utile ou a une quelconque valeur pratique, spécifiée d'une manière ou d'une autre. Une autre idée est par exemple que la vérité n'est rien d'autre que la cohérence d'une proposition, de quelque chose, d'un porteur de vérité, à l'intérieur d'un système de croyance, par exemple. Ça, c'est l'idée cohérentiste, défendue par exemple par un philosophe comme Francis H. Bradley, si vous connaissez un peu la philosophie britannique de la fin du 19e. Mais voilà, pour ce qui est des anciens, et la plupart des philosophes dans l'histoire de la philosophie, ils ont défendu une forme de réalisme à l'éthique, comme on dit, donc de théorie réaliste de la vérité. L'idée que, en quelque sorte, la vérité est correspondance avec la réalité. La vérité de P, où P est un énoncé quelconque, par exemple, 2 plus 2 égale 4, la vérité de l'énoncé 2 plus 2 égale 4 est la correspondance de P avec la réalité. Quelle réalité ici? Bonne question, dans le cas de 2 plus 2 égale 4. Donc, il y a un premier problème qui est celui de spécifier qu'est-ce que ça veut dire que correspondre, et l'autre de savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par réalité. Des philosophes aussi différents que Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, etc. Pour quelques raisons, j'ai écrit Platon et Aristote en italien, je suis désolé. Thomas d'Aquin, je ne me justifie pas parce que, bon, il était italien. Ils ont tous défendu quelques variantes de théorie de la vérité comme correspondance. Mais nous nous intéressons aujourd'hui plutôt à Platon et Aristote. Or, quand il s'agit de Platon, la première chose à faire, comme j'ai procédé tout à l'heure, c'est d'aller voir comment il utilise le mot « vrai ». Le mot « vrai » chez Platon est en réalité le mot « aléthès ». Aléthès, écrit A-L-E long, T-H-E-S, translittération française, en translittération tout court, est un mot qui évoque une double idée. Dans aléthès, il y a le alpha du début, qui est ce qu'on appelle un alpha privatif, le A, qui correspond à un autre nom ou A, et l'éthès ou let, la racine let, L, eta, theta, lambda, eta, theta, donc L, E long, TH, qui est la racine d'un verbe qui est lanthano, qui veut dire cacher, ou se cacher aussi. Donc, la vérité, dans la racine, si vous voulez, grecque, elle a l'idée de ne pas être caché, de non-voilement. Ceci a poussé certains interprètes de la philosophie antique, comme Heidegger, à parler de la vérité comme dévoilement chez Platon. Mais ce n'est pas clair que Heidegger ait raison. Ceci, juste comme note introductive, il ne faut pas confondre l'étymologie d'un mot, comme aléthès, avec sa signification. L'origine et la signification sont deux choses différentes. Elles peuvent avoir une relation, peut-être il y a même un rapport très étroit, mais on ne peut pas simplement prendre la racine du mot aléthès et dire ça veut dire ça parce qu'il a dans la racine ces choses-là. Sinon, tout un tas de choses bizarres se passeraient aussi si on pense au mot français. Si on pensait vraiment que la signification était une conséquence de l'étymologie de l'origine du mot. Or, donc, pour revenir au sujet, vérité comme réalité chez Platon, on trouve quelque chose de ce genre. Chez Platon, on ne trouve pas de réflexion explicite sur ce que c'est que d'être vrai dans le sens de réel. Mais dans le livre 6 de la République, donc la République est un dialogue considéré le chef-d'œuvre de Platon, l'œuvre centrale de la maturité dans la production des dialogues platoniciens, en 10 livres. Livre dans la philosophie antique veut dire essentiellement un long chapitre.
s'agit d'un dialogue, donc c'est écrit dans une forme littéraire, okay, comme la plupart, si ce n'est toutes, les œuvres de Platon. L'Apologie de Socrate, un autre ouvrage de Platon, n'est pas un dialogue, c'est un monologue, mais il contient une petite partie dialogique. Donc, en quelque sorte, on peut l'appeler un dialogue, même si ce n'est pas vraiment un dialogue. Donc, Platon écrit des dialogues, la République est son œuvre principale, et dans le livre 6, on trouve l'adjectif vrai, okay, aléthès, vous voyez ici écrit, utilisé pour qualifier des objets et dire que certains objets sont plus vrais que d'autres. Ce qui suggère qu'ici on a affaire avec une notion de réalité, comme je disais tout à l'heure. Il a du sens de parler de plus vrai dans le sens de plus réel. Okay? Il n'a pas beaucoup de sens de parler de plus vrai pour dire plus correspondant avec la réalité. Soit une chose est vraie parce qu'elle correspond à la vérité, soit elle ne l'est pas. Elle ne peut pas être plus vraie dans ce sens propositionnel de vérité. D'accord ? Donc ici, on peut se poser la question si cette idée d'objet plus vrai que d'autres, chez Platon, est l'idée de vérité comme réalité. Est-il en train de parler de différents niveaux ontologiques, okay, et où les choses qui sont au niveau plus fondamental, okay, sont plus vraies que les autres, donc plus réelles que les autres? On va voir une possible réponse à cette question. Pour ce qui est de la vérité propositionnelle chez Platon, on trouve chez lui une réflexion explicite sur la fausseté des énoncés et des jugements. Et donc, un parallèle sur leur vérité. Donc, il parle de la fausseté, il arrive même à définir la fausseté des énoncés et des jugements. Par jugement, j'entends ce qu'on croit, okay, enfin, les croyances qu'on a, des actes mentaux, si vous voulez. Et donc, si on a une définition de fausseté, comme on trouve dans le sophiste, on a aussi, par contraposition, disons, aussi une définition de vérité qu'on peut facilement en tirer. Et on trouve tout ça dans le dialogue sophiste. Le sophiste est un dialogue non pas de la maturité comme la République de Platon, mais c'est un dialogue de l'âge, disons, comme on dit souvent, de la vieillesse, même si, bon, ça appartient à la phase plus tardive de la production de Platon. C'est un dialogue particulièrement difficile et compliqué à interpréter. Mais c'est un des dialogues les plus intéressants pour la question de la vérité chez Platon, si ce n'est le plus intéressant. Or, pour nous pencher avant toute chose sur République 6, comme promis, on trouve dans les livres du milieu de la République, donc 6 et 7, okay, enfin, un peu après le milieu de la République, mais disons un peu après la moitié, 3 analogies. L'analogie du soleil, ainsi dite, l'analogie de la ligne et l'analogie de la caverne. La plus célèbre, c'est l'analogie ou allégorie, parfois on dit, de la caverne. Et je ne vais pas résumer l'analogie de la caverne, mais je vais vous parler des 2 autres, un peu plus, que vous connaissez sans doute moins bien. Sans doute. Dans cette analogie, l'analogie du soleil, on trouve à ces pages de la République, on a une analogie entre le domaine des entités visibles, ou sensibles, parfois les appelle Platon, et le domaine de l'intelligible. Le domaine de l'intelligible est pour Platon le domaine de ces étranges monstres ou créatures bizarres que sont les formes ou idées platoniciennes. Que sont les idées platoniciennes? Les idées platoniciennes sont des entités abstraites, pas abstraites dans le sens où on les abstrait avec l'esprit, mais des entités qui sont en dehors du temps, en quelque sorte, éternelles, et qui expliquent le fait que les choses sensibles qu'on observe ont certaines propriétés. Les propriétés que les choses sensibles, comme cette table, moi, vous, l'air, etc., ont, les corps, typiquement, sont expliqués par ces entités. C'est parce que il y a des formes dont les choses sensibles participent, ou idées, okay, dont les choses sensibles participent, que les choses sensibles sont ce qu'elles sont. C'est parce que Hélène participe ou imite, en quelque sorte, une imitation, une copie imparfaite de la beauté parfaite, immortelle, éternelle, incorruptible, etc., que Hélène est belle.
les choses sensibles passent, ils sont en mutation continue, en changement continu. Les formes, non. Et leur stabilité est aussi ce qui fait dire à Platon qu'elles sont plus importantes en quelque sorte, mais aussi sont explicatives, plus fondamentales en fait que les choses sensibles. Or, il y a donc une analogie entre ces deux niveaux. Le domaine du visible, des choses qu'on voit, et de l'expérience ordinaire, et le domaine de l'intelligible, qui est postulé par Platon pour expliquer la structure du monde sensible. Et cette analogie fonctionne comme ça. On a 4 termes principaux du visible, qui sont les couleurs d'un côté, la vue, la lumière et le soleil. Et ceux-ci correspondent dans l'intelligible respectivement aux formes, avec le F majuscule, les idées dont je vous parlais tout à l'heure. Dans 2 à épistémé, c'est-à-dire connaissance, ou savoir, ou science. À la lumière correspond la aletheia, la vérité. Okay. Et au soleil correspond le bien. Et l'idée ici est que, comme le soleil est la source de la lumière, qui permet aux couleurs des choses d'être vues, ainsi le bien est la source de la vérité qui permet aux formes, les êtres intelligibles, la beauté en soi, la justice en soi, le grand en soi, etc., le juste en soi, le saint en soi, etc., d'être connus, épistémé. On peut en avoir épistémé parce que le bien, la forme du bien, en forme, les formes, donc donne la vérité aux formes. Donc ici, vous avez que les formes, les idées, sont des choses qualifiées comme vraies. Et la cause de leur vérité est le bien, la forme du bien, qui est la forme en quelque sorte suprême. Mais Platon nous dit aussi que le bien n'est pas seulement la cause, ou la source, pour mieux dire, de la vérité, de la aletheia, mais aussi qu'il est la cause de la génération, le fondement, si vous voulez, de l'être des formes. Donc le bien, la forme du bien, elle donne non seulement la vérité aux choses, qui leur permet d'être, aux formes, qui leur permet d'être connues, mais aussi l'être, ce que Platon ici appelle être. Et le parallèle, le terme parallèle dans le domaine du visible, c'est la génération. Donc le bien donne aux formes l'être et la vérité, comme le soleil dans le monde sensible donne aux couleurs et aux choses sensibles la lumière et est cause de leur génération, de leur naissance et développement. Okay. Le devenir, comme parfois on le traduit. Le terme devenir est gignestai, qui est connecté à la racine de génération, genesis. Okay. Et Platon utilise souvent ces 2 termes comme synonymes. Or, donc ici, et si on prend le passage relatif à cette analogie du soleil, okay, on voit bien que dans la première partie de ce passage que vous voyez au début, mais le pointeur ne marche pas, bon, c'est pas grave. Socrate dit, tu sais, il parle avec son interlocuteur qui est un des frères de Platon, c'est un personnage du dialogue. Tu sais, repris-je, que les yeux, lorsqu'on les tourne vers ces objets colorés, que n'éclaire plus la lumière du jour, mais seulement quelques lueurs nocturnes, perdent leur acuité et semblent devenir presque aveugles, comme si la clarté de la vision les avait quittés. Oui, bien sûr, dit-il. Et je pense bien que si les yeux se tournent vers des objets que le soleil illumine, ils les voient nettement. Et il semble bien que la vision soit claire pour ces mêmes yeux. Sans doute. Conçois donc maintenant qu'il en est de même pour la vision de l'âme. Lorsqu'elle se tourne vers ce que la vérité et l'être illuminent, alors elle le pense, elle le connaît et elle semble posséder l'intellect ou la compréhension.
lorsqu'elle se tourne cependant vers ce qui est mêlé d'obscurité, sur ce qui devient et se corrompt, alors elle a des opinions dans lesquelles elle s'embrouille, en les revirant en tous sens. Et on dirait qu'elle est alors dépourvue d'intellect. C'est ce qui semble. Eh bien, ce qui confère la vérité aux objets connaissables et accorde à celui qui connaît le pouvoir de connaître, tu peux déclarer que c'est la forme du bien. Comme elle est la cause de la connaissance et de la vérité, tu peux la concevoir comme objet de connaissance. Et si tu reconnais à l'une et à l'autre, la connaissance et la vérité, une certaine beauté, tu porteras un jugement correct si tu estimes qu'il existe encore quelque chose de plus beau qu'elle, c'est-à-dire le bien. La connaissance et la vérité, il est juste de penser qu'elles sont, comme la lumière et la vue, semblables au soleil dans le monde visible. Mais il n'est pas correct de les identifier au soleil. Et de même, dans le monde intelligible, il est juste de penser que la connaissance et la vérité sont semblables au bien, alors qu'il serait incorrect d'identifier l'une ou l'autre au bien. La nature du bien, en effet, doit être quelque chose d'encore plus précieux. Platon, après, reprend cette idée dans une autre analogie, l'analogie de la ligne, où on distingue plusieurs niveaux. Il y a un problème? C'est trop compliqué? C'est assez compliqué, n'est-ce pas? Ouais, ça, c'est bien. C'est très compliqué. Mais faites-vous guider par ce petit schéma. Okay? Ce schéma vous aide à voir quels sont les termes de l'analogie. Et bien sûr, c'est très compliqué parce que, et d'ailleurs, c'est vraiment une question importante de savoir comment on peut interpréter cette analogie. Il y a des millions de pages qui ont été écrites sur ce texte, okay, et sur ce qui l'entoure. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la vérité est traitée, avant toute chose, comme une propriété de certains types d'objets. Okay? Donc, on parle de certains objets comme vrais. Okay? Dans le contexte du passage, on dit même qu'il y a des objets qui sont plus vrais que d'autres. Okay? Et ces objets ne sont pas des objets du sens ordinaire, comme cette table, okay, ou ma chemise, mais ce sont des entités abstraites qu'on peut cueillir seulement avec l'intellect, avec l'esprit, qui sont en quelque sorte quelque chose dont on ne peut pas avoir une connaissance empirique, okay, mais seulement une connaissance à travers le raisonnement. Connaissance, diraient les philosophes, a priori, ou quelque chose de ce genre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de vérité? L'analogie de la ligne, qui est une autre analogie, où non seulement on nous donne le monde sensible d'un côté et le monde intelligible de l'autre, okay, comme parties différentes d'une même ligne. Vous voyez ici, les parties 3 et 4 de cette ligne sont le visible, et les parties 1 et 2 de la ligne représentent l'intelligible. Et d'un côté, on a les choses intelligibles qui sont les formes et les objets mathématiques, comme le triangle en soi, qu'étudie le mathématicien. Et de l'autre, les objets sensibles et leurs images, qui font partie du visible. Mais on a aussi les correspondantes capacités cognitives. Donc, tout à l'heure, on avait seulement un parallèle entre deux niveaux ontologiques, okay, deux niveaux d'entité dans l'analogie du soleil. Ici, dans cette autre analogie, à ce niveau, qui est spécifié comme le niveau en haut, disons, de ce schéma, correspond aussi le niveau, si vous voulez, mental ou subjectif, c'est-à-dire notre cognition des objets qui sont en haut. Et tous ces aux objets intelligibles, vous voyez en bleu, hein, en azur clair, là vous avez l'état mental qui correspond à, donc qui saisit, okay, qui connaît les objets intelligibles. Et ceci est là ce que Platon appelle gnosis ou noesis, donc intellect, on traduit, parfois connaissance, ça dépend. Ça, c'est les termes qu'utilise Platon. Okay. Noesis, il l'utilise en sens large, en sens étroit, mais ce n'est pas nécessaire ici de se pencher sur ça. Pour ce qui est du visible, sensible, il y a un autre état mental qui est celui de la doxa ou opinion. Okay. Donc, à des objets différents, des types fondamentaux d'objets différents, correspondent des états mentaux différents. Okay. Et lorsqu'il parle de ces états mentaux, il nous dit: maintenant, adjoint à nos 4 sections ces 4 affections qui se produisent dans l'âme. Ça, c'est les états mentaux dont on parlait tout à l'heure. Okay.
la noesis pour la section supérieure, la dianoia pour la deuxième, vous voyez, vous l'aviez ici. Pour la section 1, vous avez la noesis, pour la section 2, vous avez la dianoia, pour la section 3, le pistis, et pour la dernière, celui de eikasia, 4. Et range-les selon la proportion suivante. Plus les objets de ces états mentaux participent de la vérité, aletheias, plus ils participent de la clarté. Donc, il y a, comme je vous disais, une gradation des objets, des types d'objets qui constituent la réalité dans sa totalité, selon leur vérité. Donc, il y a des objets qui sont plus vrais que d'autres. Okay. Et ceci, comme je disais, suggère qu'ici on a affaire avec des niveaux de réalité différents. Mais est-ce vraiment cette notion de vérité, la notion de réalité en question? Donc on est en train de parler vraiment de vérité comme réalité ici, Platon. L'analogie de la caverne ne fait que reprendre un peu les idées avec cette célèbre image. Non, nous sommes comme des esclaves qui regardent des images, les prennent pour les réalités qu'ils ne sont pas. Comme ceux-là, ils regardent l'ombre d'un cheval, ils pensent que c'est un vrai cheval, tandis que c'est l'ombre, même pas d'un vrai cheval, mais d'une imitation, une poupée que des gens traînent au-dessus d'un mur, éclairés par un feu qui projette leurs ombres sur le fond de la caverne. Et c'est seulement lorsqu'on arrive en quelque sorte à se libérer avec le raisonnement, en étant philosophe, des chaînes qui nous collent au sol du fond de la caverne, qu'on arrive après à réaliser que ces choses qu'on prenait pour les vraies réalités, donc les chevaux ordinaires, ne sont que des images d'imitation, des images d'imitation des vrais chevaux. Okay. Et c'est là que voilà, on retrouve après le soleil qui, dans cette analogie, après le vrai soleil correspond au bien de la première analogie, etc. Donc le mythe de la caverne ne fait que reprendre okay, un peu les termes de la précédent et représente un peu le chemin d'ascension du vrai philosophe, en quelque sorte, à la connaissance du bien et des formes. Okay. Mais, comme je vous disais, ce n'est pas clair qu'ici, la vérité dont parle Platon, quand il parle des objets plus vrais que d'autres, soit la notion de réalité en question. Sans doute non, toutefois, parce que lorsqu'il parle de vérité des objets, etc., il nous parle de quelque chose qui rend possible la connaissance. Donc c'est plutôt associé au verbe être ou einai, okay, dont la cause est la forme du bien, okay, pour les choses intelligibles, qu'on peut parler de réalité ici. Par contre, quand on a affaire avec la notion de vérité appliquée aux objets, okay, là, il semble que Platon est en train de parler plutôt d'une condition d'intelligibilité. Comme la lumière, le fait d'être éclairé par la lumière, est la condition pour que les objets ordinaires soient vus, okay, ainsi la vérité est une sorte de propriété que les formes ont d'être plus, qui les rend en fait plus intelligibles, plus saisissables avec la pure pensée que sont les objets sensibles, les objets ordinaires. Donc, on n'a effectivement pas affaire avec une notion de réalité, mais on a plutôt affaire avec quelque chose qui ressemble en tout cas à la notion de vérité comme dévoilement, ou en quelque sorte, pour être plus exact que Heidegger il dit que là la vérité veut dire dévoilement, c'est pas exactement ça, c'est plutôt une condition de dévoilement des formes. Donc il y a une notion de vérité qui semble être très bizarre, très particulière. Mais c'est clair qu'il ne s'agit pas de la vérité comme correspondance, et il semble assez clair qu'il ne s'agit pas de la vérité comme réalité, comme on parlait au début. Donc c'est une notion assez difficile à saisir exactement. Je pense toutefois qu'il vaut la peine de le remarquer parce que on a affaire donc avec encore une autre notion de vérité, si on veut l'appeler vérité, ça, en tout cas aletheia, le même terme en grec, outre ceux que l'on a identifiés au début, qui semblent les candidats un peu naturels quand on pense à la vérité
dans le langage ordinaire. Or, quid de la vérité propositionnelle chez Platon? Ici, je me base sur un livre, un magnifique livre très compliqué de Paolo Crivelli, qui enseigne dans cette université. Dans le Sophiste, comme je vous disais, Platon élabore une théorie du faux. Donc là, on parle de vérité propositionnelle, fausseté propositionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour un énoncé que d'être vrai? Okay. Et il le fait pour répondre à un défi posé par les sophistes. Le défi est celui d'un argument connu comme le paradoxe du faux. Okay. Le paradoxe du faux. L'argument, il fonctionne comme ça. Dire le faux, c'est dire ce qui n'est pas. Mais dire ce qui n'est pas, ce n'est pas dire ce qui est, ce n'est pas dire ce qui est. Ne pas dire ce qui est, c'est ne rien dire. Mais ne rien dire, ce n'est pas accomplir un acte linguistique. Donc, il est impossible de dire ce qui n'est pas. Donc, il est impossible de dire le faux. Donc, vous êtes convaincus ? Est-ce que quelqu'un saurait dire où est le problème? Ou, selon lui, où est le problème? Ou elle? Voilà, bon, c'est ici. Je vais juste ajouter un « mais » ici. J'ai oublié de supprimer la slide précédente. Dire le faux, c'est dire ce qui n'est pas, mais dire ce qui n'est pas, ce n'est pas dire ce qui est. Ne pas dire ce qui est, c'est ne rien dire. Ne rien dire, c'est ne pas accomplir un acte linguistique. Il est impossible de dire ce qui n'est pas, il est impossible de dire le faux, donc on a tous raison, en fait, quand on dit n'importe quoi, littéralement. Ça, c'est un argument que les sophistes aimaient beaucoup, et il y a des interlocuteurs de Platon dans le dialogue Eutydème qui représentent ce paradoxe. Et dans l'Eutydème, en dialogue de la jeunesse de Platon, Platon dit, le personnage de Socrate, dit « Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais bon, la discussion pourrait prendre beaucoup de temps. » Et cette discussion prend effectivement beaucoup de temps dans le sophiste, occupe une très grande partie du dialogue. Platon est d'accord avec nous sur la fausseté de cet énoncé. Donc, il est d'accord sur le fait qu'il est possible de dire le faux. Et donc, comme la conclusion 3 suit de 1 et 2, okay, il doit rejeter une des deux alternatives. Il ne rejette pas 1. Il croit, lui aussi, que dire le faux, c'est dire ce qui n'est pas. Ceci aussi parce qu'en grec, en fait, une manière de dire le vrai, okay, c'est dire les choses qui sont. Okay. Legein ta onta. Ça, c'est juste une expression du langage ordinaire en grec. Dire les choses qui sont. C'est une manière, en grec, de dire le vrai. Or, dire le faux, donc, c'est dire ce qui n'est pas, effectivement. Platon est d'accord. Mais il veut rejeter la 2. Il est impossible de dire ce qui n'est pas. Okay. Comment tu peux rejeter « il est impossible de dire ce qui n'est pas » donc cette conclusion? Et c'est en rejetant une des prémices, d'accord, qui la soutiennent. Donc 2.1, 2.2 ou 2.3. Okay. Et Platon s'attaque à ces deux-là, 2.1 et 2.2. Dire ce qui n'est pas, ce n'est pas dire ce qui est, et ne pas dire ce qui est, c'est ne rien dire. Il y a en effet deux stratégies pour répondre à cet argument. Une stratégie, pour ainsi dire, moderne ou contemporaine. L'idée serait que dire le faux, c'est dire quelque chose qui n'est pas, mais dans le sens de n'est pas le cas. Okay. Pas, donc, quelque chose qui n'existe pas. Okay. Ou dire le rien, le néant, si vous voulez. Okay. Donc, ça, c'est, donc l'idée serait d'accuser, en fait, les sophistes qui ont produit cet argument, d'équivoquer, d'utiliser le terme « est » de manière ambiguë. Dans la première, dire ce qui n'est pas est utilisé pour dire ce qui n'est pas le cas. Okay. Donc dire ce qui n'est pas le cas, c'est ne pas dire ce qui est le cas, ça marche. Mais de là à ne pas dire ce qui est, c'est ne rien dire, il y a un changement de la signification du verbe être. Donc ne pas dire ce qui existe, effectivement, c'est ne rien dire. Okay.
dire quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer ici. J'espère que ça ne va pas exploser. Ah, peut-être c'est un conflit entre les deux microphones. Okay. Bon, je reste loin. Comme les formes du monde intelligible. Alors, c'est ne rien dire. Donc, stratégie moderne, c'est dire effectivement que dire le faux, c'est dire quelque chose qui n'est pas le cas. Okay? Donc, ça n'implique pas à dire quelque chose qui n'existe pas. Quand on dit quelque chose, on dit quelque chose. Il y a quelque chose qu'on dit. Et souvent, les philosophes modernes parlent d'un état de choses. Quand je dis que Socrate est assis, je suis en train de dire, c'est-à-dire de exprimer un état de choses, un objet composé, qui serait cette espèce de que Socrate est assis. Okay? Et si je dis le faux, si c'est faux, okay, ceci est quelque chose, un état de choses, un objet unitaire de mon acte de langage, qui a cette propriété de ne pas subsister. Okay? Parfois aussi, les philosophes parlent de propositions fausses. Il y a une proposition qu'on est en train d'exprimer, que Socrate, la proposition que Socrate est assis, et cette proposition est, dans ce cas, fausse. Okay? Ça, c'est la stratégie moderne, mais Platon n'utilise pas cette stratégie. Et dans ce passage, je ne sais pas si je vais le lire. Vous voulez que je le lise ou pas? Oui. C'est un passage assez compliqué du sophiste, mais pas le plus compliqué. Donc je pense qu'on peut le comprendre. Il faudrait un peu plus de temps, mais ici on finit à quelle heure en fait? À 45? En fait, il faut la discussion. Oui. Donc, dans 10 minutes? Il faudrait encore 15 minutes. 15 minutes, maximum, hein, parfait. Un peu moins d'un quart d'heure. Oui, oui, j'essaie de faire en 10 minutes, si tout va bien. Alors peut-être on va aller un peu plus vite, mais lisons au moins ce passage, qui est un beau passage quand même. Quand il y a discours, quand on dit quelque chose, okay, ce doit être un discours qui porte nécessairement sur quelque chose. Un discours qui ne porte sur aucune chose est impossible. Et sur ça. C'est ainsi, dit Théétète, qui est l'interlocuteur de cet étranger délai qui parle, qui est le protagoniste en quelque sorte du sophiste. Ne faut-il pas aussi qu'il soit d'un certain type? Théétète dit, comment ne le serait-il pas? Appliquons notre pensée à nous-mêmes. Soit. Je te dirai un discours unissant une chose et une action par le moyen d'un nom et d'un verbe. Tu me diras sur qui portera le discours. Qu'il en soit ainsi dans la mesure de mes possibilités, dit le modeste Théétète. Théétète est assis. Est-ce là un long discours? Non, il est d'une longueur modérée. Ta tâche consiste à dire à propos de quoi et sur quoi porte le discours. C'est évident, à propos de moi et sur moi. Et celui-ci? Lequel? Théétète, avec lequel je parle, vole, dans le sens de voler, hein? Pas de voler du larron. Hein? Voler dans le sens de l'oiseau. Théétète, avec lequel je parle, vole. Et Théétète dit, encore une fois, la seule réponse possible est celle-ci. Il est sur moi et à propos de moi. Mais nous avons dit qu'il était nécessaire que tout discours soit d'un type déterminé. Oui. Que pouvons-nous dire du type de chacun d'eux? Que l'un est, je pense, faux, et que l'autre est vrai. Évidemment, celui qui est faux est Théétète vole. Okay? Théétète est assis, est vrai. Ils sont assis en train de parler. Celui qui est vrai dit ce qui est comme il est à propos de toi. Donc, bien sûr, le faux, en revanche, dit autre que ce qui est. Oui. C'est ainsi qu'il dit des choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. À peu près. Il dit à propos de toi des choses qui sont autres que les choses qui sont. Nous avons affirmé en effet qu'il y avait beaucoup de choses qui sont à propos de chaque chose, mais aussi beaucoup qui ne le sont pas. Assurément, dit Théétète. Ah, vous voyez que ce jeu de sons sont à propos d'eux, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Platon ici? Mais la stratégie moderne était celle-là, vous l'avez comprise. Il y a quelque chose, un objet complexe, que Socrate est assis, que les philosophes appellent proposition ou état de choses, qui n'est pas... Je ne sais pas ce qui se passe. On peut continuer qu'avec celui-là, si c'est mieux. Mais là, c'est bizarre, c'est que... Ok, là, peut-être ça siffle moins. Okay. Je vais réduire peut-être le ton de voix, je crie trop fort.
Ok. Donc, ça, c'était la stratégie moderne. On a un objet qui est faux, qui ne subsiste pas. Okay. La stratégie de Platon, c'est une autre. C'est de penser que dire le faux, c'est dire à propos de X, où X est quelque chose qui existe. Okay. C'est-à-dire, c'est dire à propos de X quelque chose qui n'est pas à propos de X. Donc, par exemple, dire à propos de tes têtes qu'il vole. Ou dire voler, ce que dans le passage l'étranger appelle action, okay, de tes têtes. Okay. Donc, quand on dit le faux, il n'y a pas deux termes de la relation. Il n'y a pas, par exemple, si je dis que tes têtes volent, il n'y a pas moi, l'acte de dire et l'objet que tes têtes volent. Mais pour Platon, il y a trois éléments. Il y a moi, il y a voler, l'action, et tes têtes. Okay? Et je suis en train de dire de tes têtes qu'il a la propriété de voler. Okay? Ça, c'est donc la morale que pour Platon, qui définit donc le faux comme dire à propos de X quelque chose qui n'est pas à propos de X, ou qui est, pour utiliser, pour être plus proche de ce qu'il dit dans ce passage-là qu'on a lu, c'est dire à propos de X quelque chose qui est autre de tout ce qui est à propos de X. Okay? Mais Platon analyse le non-être ici, ne pas être à propos d'eux, comme être différent de tout ce qui est à propos d'eux. Hein? Ce qui est assez naturel si vous y pensez. Mais il faut y penser un petit peu. Pour Platon, en tout cas, la morale est qu'il n'y a pas d'objet unitaire. Okay? Contrairement à beaucoup de philosophes contemporains, ils ne pensent pas qu'il y a un objet unitaire dans nos actes d'insertion. On est toujours en train de discuter de choses qui sont, mais de les mettre dans la mauvaise relation, en quelque sorte. Okay? Ça, c'est le faux. Et le vrai, c'est, par contre, les mettre dans la bonne relation. Donc, dire à propos de tes têtes qu'il est assis, c'est dire, donc parler de choses qui existent, la propriété, pour Platon, ça existe. Okay? La propriété, être assis, et tes têtes, deux choses qui existent, et de dire que l'un est à propos de l'autre, c'est-à-dire que la propriété est eue ou possédée par tes têtes. Donc, comme je vous disais, si dire le faux, c'est dire à propos de X quelque chose qui n'est pas à propos de X, alors dire le vrai, c'est dire à propos de X quelque chose qui est à propos de X. Par exemple, dire à propos de tes têtes qu'il est jeune, dire jeunesse de tes têtes. Toujours en train de parler de quelque chose qui est, pas de quelque chose qui n'est pas. Et donc là, on peut éviter de tirer la conclusion que les sophistes voulaient nous faire tirer, qu'il est impossible de dire le faux. Il est bien possible de dire le faux, parce qu'on parle toujours de choses qui sont, okay, qui existent, mais pas toujours de choses qui sont à propos des choses dont elles les prédiquent. Okay. Et voilà, donc, ici, ce serait bien de dire quelque chose à propos d'Aristote. De façon assez oui, absolument, en 4 minutes. Chez Aristote, on trouve la notion de vérité comme réalité, il semblerait, dans un passage de la métaphysique, du livre 2 de la métaphysique. Mais on peut reconstruire aussi une théorie de la vérité sur la base des textes, que de nombreux textes très éparpillés que Aristote nous présente dans Catégories métaphysiques et d'autres ouvrages comme les Réfutations sophistiques, le De Anima, etc. Mais ce n'est pas aussi, disons, immédiat chez Aristote que chez Platon. Chez Platon, on a un dialogue qui est pratiquement dévoué au faux, okay? Donc automatiquement dévoué au vrai, en quelque sorte. Chez les Aristotes, il faut aller piocher, puiser dans beaucoup d'ouvrages différents qui parlent de choses différentes, qui parlent du vrai en passant souvent. Et c'est ce qu'a fait Paolo Crivelli dans un autre livre, qui n'est pas, cette fois, Platon sur la fausseté, mais Aristote sur la vérité. Et ici, je suis en quelque sorte en train de vous donner un peu un aperçu de ce que la conclusion de ce livre. Mais bon, Paolo Crivelli ne s'intéresse pas à la vérité comme réalité, qui pourtant apparaît dans Aristote, dans ce passage du deuxième livre de la métaphysique, où Aristote nous dit qu'il est le plus vrai, ce qui est cause de vérité pour ce qui vient après.
Donc chaque chose a autant de vérité que d'être. Donc si on devait reprendre l'idée platonicienne, mais qui n'est pas l'idée aristotélicienne, que les formes sont les entités principales, là, Aristote dirait, bah oui, la vérité c'est leur être, okay, ou en tout cas ça va de pair avec leur être. Donc ici il semble y avoir une notion, quelque sorte de vérité comme réalité, donc être plus ou moins réel que, être plus ou moins vrai comme être plus ou moins réel que. Par contre, sur la vérité propositionnelle, il nous donne une célèbre définition du vrai et du faux, dans le livre Gamma ou 4 de la métaphysique. Vous voyez ici, c'est d'abord évident, c'est la 3e ligne de ce passage. Pour quelque raison, n'apparaît pas la mise en évidence. C'est d'abord évident, c'est après le nombre 25, c'est d'abord évident pour qui définit ce que sont le vrai et le faux. En effet, dire que l'être n'est pas ou que le non-être est, c'est faux. Dire que l'être est et que le non-être n'est pas, c'est vrai. De sorte que celui qui dit que c'est ou que ce n'est pas, dira la vérité ou se trompera. Mais on ne dit pas de l'être, non plus que du non-être, qu'il n'est pas ou qu'il est. Ça paraît un jeu de mots. La traduction ici, qui est celle de Pellegrin, sauf erreur, pose un petit... C'est pas exactement ce que dit le grec, bon, vous me direz, on est en train de traduire. Mais l'être ici, c'est en fait, c'est mieux traduit comme ce qui est. Okay. Donc, au point que la définition mieux traduite ou plus littéralement traduite serait dire que ce qui est n'est pas ou que ce qui n'est pas est, c'est faux. Dire que ce qui est et que ce qui n'est pas, c'est vrai. Okay. Ce serait ça. Mais ici, le est et le n'est pas, en fait, sont interprétés comme... il y a une autre signification que chez Platon. Ce n'est pas une question d'être à propos d'eux, mais au contraire, pour Aristote, en fait, il semble parler d'un objet unitaire, comme les philosophes contemporains. Au point que dans le livre 5 de la métaphysique, il parle d'objets faux. Donc il y a des choses dans la réalité, des objets composés, dit Aristote, comme Socrate assis, ou diagonale incommensurable, ou tête volant, okay, qui sont faux. Et ici, faux, cette deuxième utilisation du terme faux, la vérité ou fausseté ontologique dans les objets, okay, est analysée par Aristote comme la séparation et des choses qui les composent. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si tête vol est un énoncé faux, okay, ça veut dire que, que l'objet sur lequel porte cet énoncé, donc tête est faux, tête vol, okay, porte sur tête volant. Okay. Et cet objet, tête volant, est séparé, dit Aristote. Séparé dans le sens de, il est la propriété de voler et la propriété et tête lui-même, okay, sont séparés dans la réalité. Tandis que quand on dit quelque chose de vrai, cet objet est uni, non séparé, parce que la propriété de voler est unie ou exemplifiée ou possédée par tête. Et donc, en récapitulant, on a vu que chez Platon et Aristote, on trouve sans doute chez Platon, presque certainement chez Aristote, une notion de vérité comme réalité, et surtout une théorie très articulée et très compliquée, qu'ici j'ai juste résumé de manière un peu rapide, et j'espère pas trop incompréhensible, une théorie très élaborée de la vérité et fausseté des énoncés, qui après est généralisée par eux aussi à la vérité et fausseté des jugements ou croyances. Car les deux pensent que nos croyances et nos jugements ne sont que des actes de langage intérieur, un discours silencieux que l'âme profère en elle-même sans parler aux autres, comme je fais aujourd'hui. Voici quelques références. Merci beaucoup. Et merci pour votre attention. Alors, nous avons maintenant une dizaine de minutes de pause avant une séance de questions qui appellera certainement quelques éclaircissements que pourra nous donner Paolo Natali. Il s'y prêtera volontiers. Avec grand plaisir. Voilà.
nous allons reprendre, et puis c'est le moment où nous allons questionner et échanger. Je poserai une toute première question à propos de la conception platonicienne du réel et de la vérité. Parce que vous nous avez présenté donc le livre, spécialement vous avez centré sur les livres 6 et 7 de la République, et puis vous avez rappelé que la réalité peut être considérée comme scindée en 4 domaines, le domaine de l'imaginaire, le domaine de la réalité sensible, le domaine des modèles mathématiques et des êtres, des formes, des idées qui sont intelligibles et réelles, et leur unité dans le principe qui les engendre ou les génère, et qui est l'un, bien, beau. Alors, est-ce que vous pourriez dire un mot, parce que je me disais par rapport au public, aux personnes qui sont ici, au fond, le critère de la vérité chez Platon qui le différencie de beaucoup de... Enfin, on va dire qui le distingue d'autres philosophes, par exemple Héraclite, le critère de Platon, c'est de dire, au fond, est plus vrai, est plus réel, ce qui ne change pas. Par exemple, votre chemise dont vous parliez tout à l'heure, elle est blanche, elle est en tissu. Non plus, malheureusement. Elle va se dissoudre, alors que la blancheur demeure et ne bouge pas. Elle est inaltérable. Et elle est pensée par notre intelligence. Et du coup, elle est peut-être plus vraie. Mais est-ce que vous estimez que cela... Quelle est l'importance de ce critère, ce critère qui est quand même fort comment dire, qui n'est pas anodin pour nous. Dire c'est plus vrai si ça ne change pas. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus et surtout aussi évoquer, puisque notre cours, c'est le thème, c'est expérience et vérité. Expérience et vérité. Y a-t-il chez Platon une expérience du plus vrai, de ce qui est éminemment vrai, et laquelle? Waouh. Alors, je pensais l'avoir fait compliqué, mais... Non, alors, donc, pour ce qui est de la question de... ça va comme ça, vous m'entendez? Oui. Parce que ce truc siffle et c'est bizarre. Donc, ok, pour la première question, l'idée que ce qui est plus vrai, dans le sens de plus réel, est aussi le plus stable, ou en fait, ce qui est plus stable, moins sujet au changement, est une idée très ancienne, en quelque sorte. Une idée qu'on trouve déjà dans la philosophie pré-socratique, pré-platonicienne. L'idée, justement, est d'aller au fondement de la réalité. Ça veut dire quoi, fondement de la réalité? Pour beaucoup de ces philosophes, ça veut dire identifier les principes qui... restent les mêmes à travers tous les changements. Si des choses restent les mêmes à travers tout changement, alors ça veut dire que, en quelque sorte, elles ne dépendent pas d'autres. Ou elles ne dépendent pas d'autres comme les choses qui deviennent ou changent dépendent de ces choses. Donc, pensez à ce qu'est, par exemple, le changement des molécules d'eau dans leur distribution. On pourrait être tenté de dire qu'à travers le changement de phase de l'eau, donc eau liquide, gazeuse, donc vapeur et glace, c'est 3 choses complètement différentes. Mais si on regarde en fait à la structure profonde des choses, on découvre en fait qu'il y a des constantes très importantes entre ces 3 phases, ces trois choses que sont la glace, la vapeur et l'eau. Et la même chose, c'est-à-dire les molécules d'eau en question, peuvent rester les mêmes à travers ces 3 changements. On a les mêmes molécules, mais distribuées de manière différente, organisées de manière différente, qui jouent de manière différente. Alors là aussi, on peut être porté à dire, ça veut dire qu'elles sont plus fondamentales. Sont plus stables, elles restent les mêmes à travers le changement. Et la même chose vaut pour Platon des idées. Mais le problème, c'est qu'il n'identifie pas ces choses fondamentales avec des choses matérielles, qui pour lui sont de toute façon sujettes au changement. Les molécules elles-mêmes se corrompront, c'est-à-dire cesseront d'exister. Pour lui, les seules choses qui sont vraiment aussi stables, encore plus stables que les molécules et les atomes et les particules élémentaires, ce sont ces entités abstraites auxquelles on a accès seulement à travers la pensée. Et que, remarquez,
quand on est en train de penser à une définition, on n'est pas en train de penser à un objet qui se trouve quelque part. Quand on est en train de définir la justice, ou essayer de définir la justice, on s'adresse à quelque chose qui intuitivement semble être inchangeable, comme un objet mathématique, le triangle en soi, même s'il n'y a pas de triangle dans la réalité, etc. C'est quelque chose qui, au moins intuitivement, bien sûr, après, c'est pas peut-être la seule manière d'expliquer ça, mais ça reste quelque chose d'indépendant, de là, toujours, le même, qui aura ces propriétés-là, d'avoir la somme des angles internes égale à 180 degrés, même s'il n'y a plus de triangle, d'objets triangulaires. Okay. Et la même idée est un peu celle de Platon, les choses les plus vraies. Parfois, Platon utilise l'expression ousia ontosousa dans le Phèdre, par exemple. La réalité réellement réelle, okay, c'est ces choses-là qui restent les mêmes, auxquelles on se réfère pour classifier, identifier les choses. Et donc, qui, effectivement, sont les seules vraies choses stables dans le changement. Je ne sais pas si ça aide un peu. Peut-être pas. Oui, ça aide. Okay. Voilà. Et alors, par rapport à l'expérience, vous avez utilisé un mot qui m'a bien intéressé, en tout cas qui m'a accroché, c'est intuition. Alors, quelle expérience de ces objets de pensée qui demeurent stables, qui ne changent pas, même si tout existant se déployant dans l'existence disparaissait, il demeurerait. Est-ce que le rapport est un rapport d'intuition ? Ça, c'est une question qui a directement à faire avec cette ligne-là, cette analogie de la ligne. Vous voyez que quand on parle de l'intelligible, okay, donc en haut, vous avez le niveau ontologique, d'accord ? Peut-être on peut même écrire sur cet écran, non ? Non, on ne peut pas. Bon, c'est dommage. En haut, vous avez les types d'objets, hein. Vous avez les objets intelligibles et les objets sensibles. Parmi les objets intelligibles, il y a les formes et les objets mathématiques. Okay. Et en bas, donc, vous avez noesis episteme dans le sens étroit, noesis dans le sens étroit, c'est-à-dire épisteme aussi, et dianoia, donc 2 actes mentaux, qu'on traduit parfois comme compréhension ou science d'un côté, et dianoia, c'est raisonnement, pensée. Okay. Et donc là, vous avez 2 niveaux d'expérience, si vous voulez, c'est-à-dire 2 niveaux d'accès aux objets qui sont en haut, et qui correspondent aux objets qui sont en haut. Donc, à travers le raisonnement, on arrive à connaître les propriétés des objets mathématiques. Et ça, c'est l'idée. Mais pour Platon, il y a une différence fondamentale entre les mathématiques et la science qui nous permet d'accéder vraiment à la connaissance des formes, à l'épistème, okay, qu'il appelle dialectique. Alors la dialectique, la différence avec les mathématiques, c'est que, tandis que les mathématiques, pensez comme fonctionne un mathématicien, il pose certaines définitions, okay, et il en dérive les conséquences, les théorèmes. Théorème. Ça, c'est comment fonctionne. Non ? Pour Platon, il y a un niveau de connaissance qui ne se limite pas à poser des hypothèses, okay, des assumptions fondamentales, même des axiomes, et tirer ses conséquences. Pour lui, ça, c'est une forme de connaissance, en quelque sorte, avec moins de valeur que celle qu'on peut, en réalité, on devrait pouvoir avoir, selon Platon, qui est celle de principes anhypothétiques. Okay. De manière un peu mystérieuse, dans le livre 7 de la République, Platon prétend qu'il y a une discipline qui va au-delà des maths dans sa rigueur et dans ses capacités cognitives, parce qu'elle arrive à cerner le principe anhypothétique. Donc à avoir une espèce de, justement, intuition, comme si on percevait, mais pas avec les yeux, mais avec les yeux de l'esprit, the mind's eye, ces principes anhypothétiques que sont les formes, et notamment la forme du bien. Okay. Donc c'est comme si, au bout d'une longue éducation, parce que l'éducation du philosophe, pour Platon, est quelque chose de très long, qui aussi passe à travers les mathématiques, qui nous permettent d'être capables de dériver de manière rigoureuse, sans erreur, etc., les conséquences d'une certaine hypothèse, à un moment donné, comme conséquence du développement d'une science entière, de plusieurs sciences entières, la comparaison entre ceux-ci, etc., on arrive à saisir la nature, à identifier à travers un acte, en quelque sorte comme un saut, okay,
la nature des choses dont on a étudié les propriétés jusqu'ici. Et si vous pensez à un terme un peu plus concret, disons, c'est quand qu'on a vraiment compris la nature de la justice. C'est quand on a, en quelque sorte, développé une théorie complète, okay, et donc étudier toutes les conséquences qui viennent de certaines assumptions. Okay. Et une fois qu'on est arrivé un peu à voir quels sont les inconvénients, les avantages et les désavantages, les conséquences problématiques, si vous voulez, de ces assumptions, on arrive aussi à reconnaître quelles sont les bonnes assumptions, quelles sont les mauvaises assumptions. Et à un moment donné, on fait, en quelque sorte, selon Platon, à un moment donné, on a une intuition de ce qu'est la vérité sur ces assumptions aussi. Donc, quelle est la bonne définition de la justice, de laquelle toutes les bonnes conséquences découlent. Okay. Donc, c'est un processus long, compliqué, et qui requiert aussi une certaine maîtrise disons, logique en tout cas. Capacité à tirer les conséquences, à voir les problèmes d'une assumption qu'on fait à propos de la justice. Je ne sais pas aussi si ça aide, mais ça c'est ce que dit Platon. Oui, et je pensais en vous écoutant à la lettre 7, où il récapitule aussi cette épistémologie, enfin cette gnoséologie, en disant que plus on s'entraîne à passer en revue mentalement le déploiement hypothético-déductif, des conséquences, des causes et des enchaînements des choses, on finit à un moment donné par cette rupture, ce moment, ce saut, ou une vue immédiate. Et peut-être j'avais aussi envie, en voyant le texte, la ligne là, oui. Il y a une chose qui est remarquable, vous avez vu les proportions ? 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, voilà, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a quelque chose de paradoxal apparemment, parce que dans les images, dans les imaginations, c'est vraiment ce qui fleurit dans toutes les directions. S'il y a quelque chose d'innombrable, ce sont les imaginations que nous avons des choses, ce sont les plus grandes singularités. Or, au lieu d'avoir la plus grande place, ça a la plus petite. Et les formes, c'est-à-dire les choses unes et qui ne changent pas, dont on pourrait penser qu'elles seront quand même moins nombreuses que l'immense variété indéfinie des imaginations que nous pouvons faire dans tous les sens, liées à notre singularité, eh bien, c'est elles qui occupent le plus de place. Comme s'il y avait une indication de valeur ontologique des degrés de la réalité. Oui, ça c'est vrai. C'est une remarque que fait Platon explicitement en disant que le domaine des formes est le plus grand. C'est pas clair, toutefois, si c'est une question de nombre, une question de valeur plutôt. C'est ça. Donc, il y a au moins ces 2 interprétations. Donc ici, l'idée est que la longueur de la ligne n'identifie pas vraiment le nombre de choses qui font partie de la catégorie. Par exemple, ici, ça ne voudrait pas dire que les formes sont plus nombreuses que les images des objets sensibles, okay, mais qu'elles ont une valeur plus haute ou qu'elles ont un degré de réalité supérieur. Voilà. Donc, le texte ne permet pas vraiment d'établir quelle est la bonne interprétation, je pense. Mais les 2 sont possibles. Clairement, la deuxième chose est vraie, c'est-à-dire, clairement, pour Platon, les formes ont une priorité ontologique, une réalité majeure, une fondamentalité plus grande que les objets sensibles, ça on le sait. Les objets sensibles n'existent en quelque sorte que grâce aux formes. Okay. Mais sur le nombre, ça dépend aussi de comment on construit le monde intelligible, en quelque sorte, comment on imagine le rapport surtout entre différentes formes. Les formes de formes. S'il y a de telles choses. Et c'est vrai que pour nous, personnes du XXIe siècle, c'est un peu contre-intuitif. Mais maintenant, il est temps de vous poser, de vous laisser à vous-même la parole. Et n'hésitez pas, toutes les questions d'éclaircissement sont bienvenues. Moi, c'est juste pour ma compréhension. Oui. Parce que quand vous parlez des formes du bien, pour moi, bien, c'est une connotation morale. Alors, qu'est-ce que c'est le bien? Oui. Alors ça, c'est une autre question à $1 million dans l'interprétation de Platon. Ce que dit Socrate dans la République, exactement autour de ce passage,
à propos du bien, a quelque chose qu'il dit de manière un peu hésitante. Donc, il exprime son avis, okay? Et il présente ses images. Donc, ce qu'on sait sur le bien, c'est un peu ce que je vous ai résumé en gros. C'est beaucoup d'images, mais pas beaucoup de compréhension vraiment. Peut-être parce que Platon lui-même ne pensait pas pouvoir faire un discours définitif sur la question. Mais il y a au moins deux interprétations du rôle de la forme du bien dans la République. Platon est engagé à l'idée, pour comprendre ces deux interprétations, notamment la première, Platon est engagé à l'idée que les objets sensibles sont des copies, je vous disais, des imitations des formes. Donc les choses belles, en quelque sorte, sont des imitations de la beauté. Donc Hélène, une belle femme, ou Jean, un bel homme, ou un beau vase, etc., ne sont que des imitations imparfaites de la beauté en soi. La beauté en soi, pour Platon, est un espèce d'exemplaire parfait de beauté. C'est quelque chose qui est purement beau. Et donc qui est beau au degré maximal, si vous voulez, qui est excellemment beau. Et une interprétation qui est celle donnée par un philosophe, un interprète qui s'appelle Gerasimos Santas, d'origine grecque, est que le bien est celui qui donne l'être aux formes, dans le sens que chaque forme est l'exemplaire parfait, c'est-à-dire le meilleur, d'une certaine propriété. Donc la beauté en soi est la plus parfaite, c'est-à-dire la meilleure, le meilleur exemplaire, le meilleur paradigme, modèle de ce qui est beau. Et c'est ce meilleur qui constitue en quelque sorte une caractéristique essentielle de la forme en question, la contribution, si vous voulez, de la forme du bien. Hein. Donc la forme du bien permet de... l'idée serait toute forme, toute idée, si vous préférez le terme idée. Le problème du terme idée, c'est qu'il évoque l'esprit, ça les rend des choses mentales, mais les formes platoniciennes ne sont pas des choses dans l'esprit, dans la tête des gens. Ce sont des choses complètement objectives, plus objectives que nous-mêmes. Et donc forme, c'est mieux. Les formes platoniciennes, donc voilà, chacune participe du bien parce qu'elle est l'exemplaire meilleur, le meilleur ou le plus parfait de tout un tas de propriétés. Il y a une autre interprétation aussi qui est celle d'un philosophe anglais qui s'appelle Joseph, selon laquelle la forme du bien serait la structure du monde intelligible. Donc la forme du bien serait ce qui, en quelque sorte, un peu mystérieusement, relie les différentes formes entre elles et les rendent chacune partie d'un tout qui, en soi, est le meilleur être vivant, comme le dit Platon aussi dans le Timée. Dans le Timée, Platon dit que le monde intelligible, le monde qui compose les idées, est l'être vivant le plus parfait, le meilleur. Donc la forme du bien serait ce qui tient ensemble un peu cet animal intelligible qu'est le monde intelligible. Personnellement, je trouve plus convaincante l'interprétation de Santas, où c'est en quelque sorte c'est presque un critère, je sais pas, de mathématique presque. La forme du bien définit le degré auquel les différentes formes sont parfaites, d'accord, c'est-à-dire degré maximal. Voilà, ça c'est une possibilité. Je ne sais pas si ça vous aide. Ça complique un peu peut-être. Alors après cette question sur le bien, une autre question. Allez-y, madame. Il y avait quelqu'un qui avait demandé tout à l'heure vous. Alors peut-être d'abord madame qui l'avait demandé tout à l'heure, puis vous. Allez-y. Et je répéterai ici, j'oubliais qu'il y a les auditeurs, donc je répéterai la question. Moi j'avoue que je me sens un petit peu larguée, ça m'a rappelé des vagues souvenirs de Platon à l'école. Est-ce que vous pouvez, par exemple cette analogie de la ligne, honnêtement pour moi, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple
concret. Pourriez-vous donc préciser ou donner un exemple concret pour mieux comprendre l'analogie de la ligne? Par rapport à l'analogie de la caverne, vous avez parlé de chevaux, de silhouettes. Alors, entre guillemets, dans quel cas seraient par exemple les chevaux? Les chevaux seraient dans la catégorie 3, les objets sensibles. Oui, pardon. Ah oui, non, j'ai le temps, effectivement. Donc, par exemple, les chevaux, c'est-à-dire vraiment l'animal cheval qui se promène à les prés, etc., c'est un objet sensible, okay? Donc fait partie de la catégorie 3. Les images des objets sensibles, sous les images des objets sensibles tombent ce que dans la, disons, si vous voulez, dans la caverne seraient les images, donc par exemple les petites statuettes, bon, les petites statues, attendez, on peut le voir ici. Donc, si vous voulez, alors, le vrai cheval ici n'est pas représenté, mais bon. Et les petites statues là qui traînent en haut, et les chevaux, les ombres seraient des. Mais attendez, parce que le problème c'est que ici on est en train de parler pas de ce à quoi correspondent. Okay, dans l'analogie de la caverne. Okay, on est en train de parler vraiment de ce qu'il entend ici par l'analogie de la ligne. Okay. Parce que le problème, c'est que dans l'analogie de la caverne, les chevaux sensibles correspondent aux ombres. Okay. Donc, dans l'analogie de la caverne, les ombres sur le fond de la caverne sont une allégorie pour les vrais chevaux, ceux qu'on nous on appelait les vrais chevaux. Okay. Et ce à quoi correspondent les petites statues, c'est pas clair. Mais c'est possible qu'il s'agisse d'une espèce d'imitation sensible de formes qui ne sont pas les objets. Mais ça complique la chose. Donc, est-ce que vous pourriez, je me suis demandé de mon côté, revenez un peu sur oui. Parce que c'est tout à fait intéressant parce que cette image, alors d'abord je trouvais qu'elle était bizarre parce que elle est un peu religieuse au sens où, alors qu'on s'attendrait là de voir des formes mathématiques, puis les formes unifiées par l'imbien soleil, on a plutôt là l'impression d'une révélation subite, et non pas des quatre. Mais alors je me suis toujours demandé si là, les prisonniers voient sur la paroi. Au fond, quand je vois un cheval passer et qu'on me dit qu'est-ce qu'un cheval, je dis bah, ça, cette forme-ci, etc. Je l'ai vu ou je l'ai entendu. Eh bien, en fait, j'ai une représentation où mon imagination entre en ligne de compte, bien sûr. Et ici, peut-être que c'est le cheval en tant qu'il est un cheval, comme moi-même en tant que je suis moi-même. Qu'en pensez-vous? Oui, non, alors, dans l'analogie de la caverne, les prisonniers ont la tête bloquée, de manière telle qu'ils ne peuvent que regarder devant eux. Ça, vous voyez, ils ont le cou là bloqué comme ça. Et ça, il le dit explicitement, Socrate, dans la République. Donc, et les ombres là-bas, effectivement, comme vous le dites, il y a une possibilité que ce soit deux choses, d'accord. Soit c'est des images des objets sensibles, soit c'est les objets sensibles eux-mêmes, correspondent aux objets sensibles eux-mêmes. Tout dépend de comment on interprète le couple, en quelque sorte, ombre et petite statue, figurine. Okay. Si les ombres sont les objets sensibles, alors les statues doivent être quelque chose d'autre, mais toujours appartenant au monde sensible. Si par contre les ombres sont des images, comme dans l'image de la ligne, okay, ou ce sont les images des objets sensibles, alors les statues sont les objets sensibles. Donc ça correspondrait mieux à la ligne. Mais il y a certaines choses qu'il dit qui... Pour ce que vous disiez à propos de la révélation, etc., vous voyez que dans le premier homme, parce que là il y a un peu trois situations, non, où l'homme est là, dans la caverne, l'homme est là. Dans le premier, il tient la main comme ça, parce qu'il n'arrive pas à voir le soleil. Okay. Et c'est justement ce que dit Platon, il faut s'habituer. Une fois qu'on sort dans le monde intelligible, on commence à regarder aux réalités qui vraiment sont, okay, on ne peut que regarder avant toute chose les reflets des objets dans par exemple dans l'eau ou dans les miroirs. Okay.
Et c'est seulement en habituant la vue à la lumière qu'on arrive à pouvoir regarder directement les objets. Et c'est seulement une fois qu'on s'est bien habitué qu'on peut même lever les yeux vers le soleil. Okay? Ici, le soleil correspond au bien, et les objets ordinaires correspondent aux formes, et en fait, probablement, les images dans lesquelles on regarde au tout début les objets sensibles sont probablement les objets mathématiques. Donc ça, ça serait une correspondance avec l'analogie de la ligne, si vous voulez. Mais ce n'est pas clair que l'analogie de la caverne et l'analogie de la ligne se correspondent parfaitement, en fait. Donc ça, c'est un autre problème, si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, peut-être ça aide un peu. Oui. Mais remarquez, faites attention quand même à ne pas confondre le niveau de l'allégorie avec le niveau de ce qui est représenté dans l'allégorie, de la signification de l'allégorie. Okay. Parce que il est facile de faire ça, en fait, en passant de l'une à l'autre. Oui, madame. Oui, est-ce que l'être humain peut concevoir dans le monde forme tout ce qui est le meilleur? Est-ce que l'être humain peut concevoir dans le monde des formes que ce qui est le meilleur? Est-ce qu'on peut concevoir le bien dans le monde des formes? Donc l'idée, c'est qu'en regardant, une fois qu'on arrive à bien se poser des questions, et donc à bien élaborer, par exemple, ce qu'est la beauté, ce qu'est la justice, ce qu'est le courage, la piété, etc., etc., pour prendre des exemples, disons, de valeurs claires, voilà. Alors là, on arrive aussi à se faire une idée de ce qu'est le bien qu'elles ont tout en commun. Donc c'est avec un regard synoptique, comme dirait Platon, donc on collectionne en quelque sorte. Pensez à comment on arrive à la formation du concept d'animal selon des théories assez répandues. Hein. On regarde beaucoup d'animaux, choses qu'on appelle animal 1, animal 2, animal 3, etc. On considère qu'ils ont énormément de différences, mais malgré tout, on peut arriver peut-être aussi à formuler une définition, en quelque sorte une caractérisation de ce qu'est un animal, en regardant tous ces objets, en remarquant non seulement leurs différences, mais aussi leurs similarités. Et l'idée est la même, là. Mais ce n'est pas avec des objets aussi concrets que les chats et les chevaux et les mouches, mais c'est avec ces entités abstraites que sont des propriétés, en fait, si vous voulez, pures. La beauté, la justice, la largeur, l'égalité, le nombre, et tout un tas d'autres que Platon reconnaît comme formes. Concevoir, bien sûr, vous concevez la beauté, non? C'est-à-dire que selon l'être, si l'être humain était aussi bien capable de le concevoir, on atteindrait un état de bien suprême. Donc, quand vous dites concevoir, vous voulez dire en fait attendre une connaissance certaine de ça. Oui, alors on dit peut-être que pour moi dans ma tête, bien c'est quelque chose, mais pour quelqu'un d'autre c'est pas. Si on arrivait à concevoir parfaitement cette idée parfaite, eh bien pourquoi alors elle est pas réalisable? Si on concevait parfaitement le bien, pourquoi ne vivrions-nous pas dans le bien? En gros, c'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce que ça veut dire réaliser. C'est-à-dire. C'est pour ça que j'arrive à. Voilà. En d'autres termes, est-ce que la connaissance est articulée à l'éthique, à la morale, à la manière d'être, de vivre bien? Mais c'est ça la question? Oui, alors moi, mon idée, c'était où se situe. Oui, alors moi, je pensais, bon, où elles se trouvent ces idées finalement. Elles ne se trouvent nulle part. Voilà, c'est ça, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mentale. Elles ne sont pas mentales. Elles ne sont pas mentales. Vous avez déjà lu un théorème mathématique? Oui. Voilà. Vous n'êtes pas très fort en maths, mais si vous lisez une preuve mathématique, on fait tout le temps référence à des nombres, à des figures géométriques. Elles sont où? Ils sont où les nombres, les figures géométriques? Oui, d'accord. Voilà.
Et donc, mais pour répondre juste à ce que vous disiez, très rapidement, pour Platon, quand on connaît le bien, en fait, automatiquement, en quelque sorte, quand on connaît, il faut le savoir. Savoir ici, ça veut dire pas simplement l'appréhender de manière un peu imparfaite, mais en avoir une science. Okay, avoir une science complètement bien définie, élaborée, etc. du bien. Dans ce cas-là, alors effectivement, on ne peut qu'agir en conséquence, c'est-à-dire en accord avec le bien. Alors attendez, comme il y a encore 3 questions et qu'on arrive au terme, et qu'il faudra donc être assez rapide, assez dense maintenant. Je vais répondre. Alors, madame, puis Michel Sibils, puis monsieur. Allons-y. Oui, je reviens rapidement sur le mythe de la caverne, parce que si mes souvenirs sont bons, mais ils sont peut-être confus. Les hommes ne peuvent parvenir de l'autre côté, d'une certaine manière, il y a aussi la métaphore de l'autre côté du miroir, ne peuvent parvenir de l'autre côté, c'est-à-dire là où sont les objets idéaux mais parfaits, que grâce à 2 catégories, si on peut dire, d'êtres humains, le philosophe et le poète. Seul le philosophe permet de sortir de la caverne. Voilà. C'est la question. Seul le philosophe, c'est peut-être ça déjà un peu être trop pessimiste. Dans le sens où tout le monde peut devenir philosophe. Il n'y a pas besoin d'un autre philosophe. Il n'y a pas besoin d'un philosophe ou d'un autre être humain qui soit philosophe pour arriver de l'autre côté. Si on est suffisamment retiré en soi-même, réflexif, rationnel, on peut arriver de l'autre côté tout seul, sans besoin de quelqu'un d'autre qui nous aide. Bien sûr, s'il y a quelqu'un d'autre qui nous aide, c'est plus facile. C'est pas dans son discours. Comment ? C'est pas dans ce qu'écrit Platon, il ne dit pas cela. Il ne dit pas quoi ? Qu'on peut y arriver tout seul. Il ne l'exclut pas non plus. Donc pourquoi penser qu'il l'exclurait ? Oui. Donc, et d'ailleurs, le fait, je veux dire, imaginez, enfin, pour Platon et les hommes, l'existence des hommes comme êtres sensibles, etc., doués d'un corps, etc., a un début. S'il devait toujours y avoir quelqu'un avant qu'il fait, il n'y aurait jamais un premier. Et ça rendrait la chose impossible, en fait, si c'était le cas. Je n'ai pas tout à fait fini, vous permettez ? Allez-y. Que quand on s'est vu en aparté, je voulais vous poser une autre question, qui est, alors la définition de la vérité en passant par le biais de l'intuition, vous y avez partiellement répondu grâce à la question de M. Waterloo. Je pense que l'intuition c'est fondamental, quel que soit notre point de vue ontologique. Mais il y a une autre question qui est en quoi ça nous concerne nous encore aujourd'hui. Alors vous avez cité Heidegger, et je souhaiterais s'il vous plaît que vous puissiez être plus précis dans ce rapprochement, cette comparaison. Oui. En quoi la pensée platonicienne nous parle encore aujourd'hui. Et autres sophismes un petit peu fastidieux et artificiels. Heidegger est le pire interprète de ce mythe que j'ai jamais lu. Il y a un magnifique article de Jonathan Barnes qui s'appelle Heidegger spéléologue. Je vous invite à le lire. Si vous voulez, je vous l'envoie même par email. Voilà une prise de position bien tranchée. Voilà. Donc ça, c'est ma réponse. C'est pas la même gamme, mais bon, c'est pas grave. Je faisais vraiment plutôt au rapprochement avec l'être et le néant, etc. Oui. Un autre très mauvais livre de philosophie. Prochaine question. Michel Sibils. Alors, j'ai 2 questions très concrètes sur l'anomalie de la ligne. Si vous pouvez À propos de la ligne, nous revenons vers la ligne. Hop. Le numéro 2. Oui. Donc, d'abord, est-ce que le mot objet vient de Platon ? Le mot objet vient-il de Platon ? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a un point d'interrogation ? Pourquoi un point d'interrogation sur le schéma ? Ouais, excellent. Je m'attendais à cette question. Alors, pour objet mathématique, en réalité, oui et non, dans le sens où Platon parle de pragmata ou simplement de ta mathematica, ou donc d'entité mathématique, si vous voulez, de choses mathématiques. Est-ce qu'il parle de raisonnement mathématique ? Il parle bien sûr de raisonnement mathématique. Oui. Pourquoi vous avez mis objet alors ? Mais parce que là, il ne s'agit pas de raisonnement mathématique, il s'agit des choses sur lesquelles porte le raisonnement mathématique. Donc, choses comme les nombres, le triangle en soi, pas celui qu'on dessine, pas la triangularité d'un objet sensible, mais vraiment ce de quoi parle le mathématicien quand il dit le triangle est blabla, ou le triangle a la somme des angles internes qui est égale à 2π grec. Okay.
Ou du nombre 2. Okay. Donc ce sont les choses sur lesquelles porte le raisonnement mathématique, sur lesquelles porte la connaissance mathématique. Donc pas le raisonnement lui-même. Par contre, la dianoïa, c'est le raisonnement mathématique. Okay. Donc voilà. Donc, mais comme je vous disais, en haut, il y a les objets sur lesquels portent les facultés ou activités, et en bas, il y a les facultés ou activités. Donc, connaissance, raisonnement, imagination, croyance, c'est en bas. C'est noesis, dianoïa, pistis, ecclesia. Ok, pour le point d'interrogation, c'est parce qu'il y a des interprètes qui ont nié la nécessité de postuler des objets mathématiques comme correspondant à la dianoïa. Et donc ils pensent en fait qu'au final on n'a besoin que de formes. Mais il se trouve quand même, par exemple, un de ceux, il s'appelle Nicholas Smith, c'est un interprète américain des œuvres de Platon, et il essaye de défendre l'idée qu'il n'y a pas explicitement de référence à ça dans le passage de la République. Mais le problème, c'est que malheureusement, Platon est très explicite sur le fait qu'à des facultés différentes, et les facultés sont en bas, okay, correspondent des objets différents. Et il identifie les objets pour toutes les autres catégories, et pour ce qui est des objets mathématiques, il part seulement de raisonnement mathématique. Et donc on peut postuler aussi sur la base de ce qu'il dit ailleurs, par exemple dans le Timée, qui est très cohérent avec l'ontologie de la République, et aussi avec les témoignages d'Aristote sur les platoniciens, comme Speusippe, etc., qu'il y a un autre niveau d'objet mathématique. Moi, personnellement, je trouve ça difficile à douter, mais c'est vrai qu'il y a des interprètes qui ont défendu la thèse qu'il n'y a pas de ces choses chez Platon. Voilà pourquoi. Dernière question. Je vais quitter Platon pour revenir à Aristote. Quelle bonne idée. Il aimait dénommer la philosophie comme étant la science de la vérité. Oui. Aristote dénommait la philosophie comme science de la vérité. On perçoit pourtant des tensions entre la théologie et la philosophie, notamment le christianisme, un berceau qui est grec. Comment est-ce que pourtant, on perçoit des tensions entre philosophie et théologie. Le christianisme a un berceau grec. Comment expliquer cette tension? Okay. Selon Aristote, il n'y a pas de tension. La théologie est une partie de la philosophie, et notamment de la métaphysique. Parce que la théologie est l'étude de la substance première, qui est Dieu. Okay. Donc pour Aristote, il n'y a pas de conflit là. La théologie est une partie de la science qu'est la métaphysique, ou ontologie, science de l'être, et des causes premières. Voilà, donc ça, du point de vue aristotélicien, est facile à résoudre. S'il y a un conflit, ça veut dire que soit on arrive à des conclusions qui sont en contradiction avec d'autres conclusions qu'on tire ailleurs, et là, du coup, on se peut se poser la question de qui a raison. Soit peut-être on s'est trompé dans nos conclusions. Donc on doit peut-être réviser ce qu'on vient de dire. Mais une fois qu'on a démontré, ou croit avoir démontré, comme dans le cas d'Aristote, l'existence d'une cause première, qu'il appelle Dieu, okay, le Dieu des philosophes, disait Thomas d'Aquin, contrairement au Dieu du peuple. Hein. Donc une fois qu'on a démontré, ou qu'on croit avoir démontré, donc on a fait la science de cette chose, et on a démontré qu'il existe, il n'y a pas de conflit. En ce qui me concerne, je n'ai pas de point de vue sur ça. C'est-à-dire, je pense que effectivement, il y a des arguments très mauvais pour l'existence de Dieu. Il y a des bons arguments, enfin des vraiment pour le moment valides pour l'existence de Dieu. Tout dépend de si on accepte ou pas les prémices en général. Et souvent, voilà, c'est très difficile de prendre une décision à propos de ça parce qu'il s'agit de prémices très générales, qui sont un peu des principes très, très généraux et fondamentaux. Donc, les mettre en question, ça serait juste en vertu de principes encore plus fondamentaux, et ça veut dire aller dans l'encore plus incertain, si vous voulez. Donc, personnellement, je ne vois pas de... Tant qu'on est honnête, c'est-à-dire qu'on réalise qu'il y a des très mauvais arguments pour l'existence de Dieu, comme pour son inexistence. Il y a aussi des arguments très mauvais pour l'inexistence de Dieu. Une fois qu'on est attentif au lien logique entre les thèses et la cohérence des théories qu'on développe,
Je n'ai rien contre ni la théologie ni la métaphysique. Merci beaucoup. Merci de nous avoir guidés comme par la main dans les complexités de la pensée platonicienne. Et la semaine prochaine, nous irons faire un tour du côté de l'histoire avec le professeur Michel Grandjean, qui est ici présent d'ailleurs, et qui sera la semaine prochaine celui qui nous tiendra en haleine à son tour. À la semaine prochaine.